Bonjour, j'ai invité cette semaine Jean-Dominique Giuliani qui dirige la fondation Robert Schuman et avec qui nous allons parler du nouveau paysage politique européen. Et Pascal Perrineau qui dirige lui le Centre d'études de la vie politique française avec qui nous allons décrypter le nouveau paysage politique national. Jean-Dominique Giuliani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va essayer de décrypter si elle existe, la nouvelle donne européenne, si elle a une chance d'arriver. En attendant, on va regarder la crise telle qu'elle est. Mais auparavant, je vais rappeler que vous dirigez la Fondation Robert Schuman, qui est une sorte de think tank totalement dédié, par définition, aux questions européennes. Absolument, c'est un des principaux think tanks en Europe qui s'occupe d'étudier les politiques européennes, de faire des propositions, de faire des études approfondies. Et elle est d'origine française, basée à Bruxelles et dans tous les pays de l'Union européenne. Donc vous êtes qualifié pour regarder avec un œil particulier cette Europe qui est en grande difficulté. Tout le monde regarde évidemment vers la France. Et point de savoir si le nouveau président de la République va réussir à influencer l'Union européenne vers davantage de croissance, vers une logique tournée davantage vers la croissance. Mais auparavant, est-ce que, à vos yeux, la connaissance que vous avez de ce paysage européen, il y a une attente quelconque chez nos voisins et partenaires de cette nouvelle donne française? Oui, bien sûr, une attente s'est créée. Le discours de François Hollande pendant la campagne électorale a été particulièrement écouté parce que la France est importante en Europe. On vient de fêter le 9 mai, jour de l'Europe, enfin, mais pas en France. Vous avez fêté le 9 mai, d'autres Européens ont fêté le 9 mai. On l'a fêté partout en Europe, partout dans le monde. J'ai reçu des demandes du Kenya ou de l'Asie pour organiser des manifestations pour fêter cet acte fondateur de la Mais qu'est-ce qu'on est censé fêter le 9 mai? La déclaration du ministre français des Affaires étrangères, préparée par Jean Monnet, qui était Robert Schuman à l'époque, qui propose, lorsqu'on a un problème européen 5 ans après la fin de la guerre, notamment de gérer les quotas de charbon et d'acier, nous avions peur que l'Allemagne ne réarme, alors qu'il fallait la reconstruire et reconstruire toute l'Europe. Eh bien, l'idée, c'était de tout mettre en commun et de le gérer en commun. Idée qui a révolutionné le continent. Donc, nous, on a fêté le 8 mai, on a fêté le 10 mai parce qu'il y a à la fois une cérémonie mémorielle sur l'esclavage, et puis pour certains, c'était l'anniversaire de la victoire de François Mitterrand. Mais le 9 mai est passé complètement inaperçu. Donc, la fête de l'Europe est passée totalement inaperçue. C'est tout à fait caractéristique du rapport de la France à l'Europe. À la fois, elle l'a initiée, à la fois, rien ne peut se faire en Europe sans elle. C'est une idée française, mais on a l'impression de ne pas s'en être fier et de l'avoir toujours comme un problème plutôt que comme une partie de la solution, en réalité. Et on l'a prouvé une fois de plus. Mais probablement parce que tous les gouvernements ont instruit l'opinion dans l'idée, quand ça va et quand c'est bien, c'est moi, quand ça va pas et que c'est mal, c'est évidemment Bruxelles et les institutions européennes. Comment regardez-vous la situation actuelle? Parce que l'urgence, me semble-t-il, est de redonner confiance aux Européens dans l'Europe. On ne peut pas retrouver de confiance sans croissance. Donc est-ce qu'il y a, quel est le bon chemin à vos yeux, si tant est qu'il y ait un chemin pour modifier l'approche européenne de la crise? Si je peux me permettre une petite nuance, il faut d'abord redonner confiance en l'Europe à l'extérieur de l'Europe. Car l'Europe est un continent relativement endetté, moins que les États-Unis et le Japon, mais il a besoin, dans ce monde totalement globalisé, de la confiance et d'inspirer confiance. Or, nos divisions nationales, la manière dont nous avons géré la crise, ont généré de la défiance. D'où ce qui se passe sur les fameux marchés financiers. Bien évidemment, nous avons accru cette défiance par le manque de confiance que nous avons nous-mêmes dans ce que nous avons déjà créé, que nous ne voulons pas célébrer, parce que ça fait 10 ans, en quelque sorte, que l'intégration européenne s'est stoppée. L'euro a eu cet effet de à la fois nous protéger, nous permettre de nous financer, mais aussi de ne pas régler nos problèmes. Donc, pour les régler, il ne faut pas voir l'Europe comme le problème principal, il faut voir la situation financière de nos États membres,
comme le problème principal. Et c'est la raison pour laquelle vous entendez non seulement Angela Merkel, mais aussi les Espagnols, les Portugais ou les Italiens comme Mario Monti réaffirmer la nécessité de diminuer nos déficits et nos dettes. Mais en même temps, on a besoin de signaux à l'égard de l'opinion pour remobiliser en quelque sorte une Europe vers une nouvelle croissance. Et là, on peut être inquiet parce que ça va être très difficile. Je pense que le nouveau président de la République française, François Hollande, va bénéficier d'une tonalité nouvelle, de son enthousiasme, de l'enthousiasme de l'alternance en quelque sorte, de nouvelles équipes avec de nouvelles idées, que cela va vraisemblablement avoir, même cela, un effet économique. Mais nous n'échapperons pas quand même à la remise en ordre de nos finances. Ce n'est pas l'austérité. L'austérité, je crois que nous ne l'avons pas encore vécue, en tout cas en France. On l'a vécu peut-être un peu en Grèce, on commence à la vivre en Espagne. On commence à la vivre en Grande-Bretagne aussi, qui est par ailleurs dans une problématique. Mais nos dépenses augmentent toujours, et nos déficits aussi, et nos dettes aussi. Et donc, si vous voulez, il faut marcher sur deux pieds. Donc l'idée est séduisante. Je crois que tout le monde est d'accord. Là où on est moins d'accord, c'est comment il faut le faire. Il y a aussi une contradiction majeure. Par exemple, je prends l'exemple de la France. Jusqu'à présent, la politique française, c'était de dire, par exemple, rien pour le budget européen, en dehors de ce qui existe. Donc on préserve ce qui existe, c'est-à-dire essentiellement la politique agricole commune, et pour le reste, rien, non seulement rien, mais on baisse. Or, si on doit avoir une politique de croissance européenne, il serait peut-être mieux d'avoir un budget quelconque pour financer cette politique de croissance. Vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est qu'à Bruxelles, on fait aussi de la politique de la même manière. Et qu'on aimerait bien que la rigueur soit pour les États nationaux et la relance pour Bruxelles. Il y a un problème politique à régler. C'est le problème, en réalité, entre l'Europe communautaire ou l'Europe intergouvernementale. En réalité, l'Europe, c'est les deux. C'est les deux à la fois. Ce qu'on peut quand même dire, parce que c'est des mots qui renvoient peut-être à des réalités difficiles à saisir ou à matérialiser, c'est que, j'allais dire, depuis Chirac-Schröder, depuis le couple Chirac-Schröder, on est sur une Europe qui est faite par les gouvernements nationaux. On a au fond une Europe souverainiste, de facto, parce qu'elle est faite par les gouvernements, aux dépens des institutions communautaires. Alors qu'à l'époque Kohl, Delors, Mitterrand, on avait une Europe qui fonctionnait davantage sur ses institutions parce que les institutions européennes prenaient davantage d'initiatives, poussaient les gouvernements dans une direction ou dans une autre. Après, chacun s'adaptait, mais on était avec un vrai moteur européen. Là, il n'y a plus de moteur européen du tout. Il est sous le boisseau et nous n'avons plus que nos gouvernements qui décident. Les moteurs, c'était Kohl et Mitterrand, n'est-ce pas? Et Jacques Delors. Mais parce qu'ils s'entendaient bien tous les trois. Ouais. Donc l'Europe, ce sont les États, c'est nous en réalité. Donc il faut aussi des dirigeants visionnaires et volontaristes. Et ça, vous avez raison, depuis cette époque-là, on en manque. Mais vous savez, quand on a créé l'euro, il y avait des réflexes souverainistes et même pire. D'ailleurs, ils existent toujours autour de la Bundesbank. Il y a là un petit noyau d'intégristes parfaitement souverainistes qui voient d'abord les intérêts de l'Allemagne. Ils sont minoritaires en Allemagne et les dirigeants allemands, y compris la chancelière, essaient de les tenir à distance. Donc c'est très difficile parce que nos nations sont très anciennes. Si on compare avec ce qui a pu se passer, la seule comparaison qu'on peut avoir, si, les États-Unis. Alors, mais c'était des États tout jeunes qui étaient dans une guerre d'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, et qui ont fait faillite. Car ils émettaient chacun leur monnaie, ils avaient chacun leur compte, et heureusement qu'il y avait un Hamilton qui, prenant appui sur la faillite de 1781, arrache au Congrès en 1789 la création d'un trésor européen. C'est-à-dire américain, un trésor américain. Pardon, un trésor américain. Et vous voyez, je fais la confusion parce que je pense que c'est une des formules, d'ailleurs recommandée par Jean-Claude Trichet l'année dernière. Tout le monde a passé ça sous silence. Je pense donc que l'Europe peut aider à sortir nos pays de la spirale qui s'ouvre à nous de l'austérité, qui n'a pas encore vraiment commencé, mais le risque d'une régression et d'une récession par une austérité accrue peut être partiellement compensé par la mise en commun d'un certain nombre de nos atouts.
y compris financière. Est-ce que la faillite de la Grèce, puisque pour poursuivre le parallèle avec les États-Unis, est-ce que la faillite de la Grèce peut conduire les autres Européens à prendre ce type de direction? Personnellement, je pense que c'est assez inéluctable. Le problème, c'est de savoir comment on le fait, à combien, d'abord. La réflexion est quasiment ouverte. Elle l'a été en France avec Jean Arthuis, elle l'est désormais en Allemagne avec Pierre Steinbrück, qui, au sein du SPD, est quand même l'ancien ministre de l'économie, qui vraiment est écouté. L'idée, c'est de refaire une zone euro à quelques-uns, en mettant en commun nos dettes, mais aussi nos ressources. On peut commencer à mutualiser les dettes quand on a mutualisé les ressources, c'est-à-dire les fiscalités, les budgets. Évidemment, vous voyez tout de suite que cela entraîne des abandons de souveraineté, comme on dit en France, qui sont en fait, à mes yeux, plutôt des additions de souveraineté au profit d'une gouvernance commune. Je crois que c'est assez inéluctable. J'espère que le débat va aller assez vite et j'ai peur que la Grèce le précipite. Mais parce que la Grèce, en même temps, on voit bien l'impact des politiques dites d'austérité, et on voit bien que très vite, la démocratie peut être elle-même menacée à travers... Oui. Donc, alors, ailleurs en Europe, il y a des mouvements populistes qui se sont installés un peu partout, que ce soit dans les pays riches, Finlande, Autriche, Pays-Bas, France, ou dans des pays plus en difficulté comme la Grèce. Le populisme a des racines encore plus profondes. Bien sûr, la crise, mais aussi... Ça, en Grèce, pardon, c'est pas le populisme, c'est les néo-nazis, carrément. Oui, mais regardez pourquoi. C'est aussi l'immigration, le vieillissement de la population ou l'exil de la population. En Grèce, c'est 2 millions d'immigrés, pratiquement, estime-t-on, pour 10 millions d'habitants. C'est un taux absolument considérable. Et en Finlande, je crois aussi que les 19% des vrais Finlandais, c'est des mouvements populistes plutôt de droite, est généré par une immigration très limitée. Donc populisme de droite, populisme de gauche désormais, on le voit aussi en Grèce, qui a des racines beaucoup plus profondes évidemment. La crise le renforce, mais une fois encore, l'austérité certainement n'est pas la formule magique, mais si on voit d'où vient la Grèce, on est obligé aussi de lui dire qu'il faut corriger un certain nombre de dysfonctionnements qu'on n'imagine même pas chez nous, n'est-ce pas? L'État grec ne marche pas. Raisonne, oui, parce qu'on raisonne comme s'il y avait un État grec, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. En vérité. Et donc, il y a un retard à rattraper. Pour cela, les Européens ont mobilisé une somme considérable, 347 milliards d'euros, y compris les 100 milliards que les banques ont abandonnés. C'est-à-dire, c'est une somme qui n'a jamais été mise à la disposition d'un État en faillite dans l'histoire économique moderne. Je me souviens que l'Argentine, il y a 15 ans, le FMI lui avait prêté 82 milliards de dollars. Donc, si vous voulez, on a fait le geste de solidarité. D'ailleurs, la France l'a fait sans grande difficulté, l'Allemagne un peu plus. Ça part, l'Allemagne aussi, ouais. Mais aujourd'hui, on voit une réaction populaire qui met en cause d'ailleurs le plan qui a été adopté par le FMI et l'Union européenne et des engagements pris par les Grecs. Donc, il faut respecter la démocratie. S'ils n'en veulent plus, ils n'en veulent plus, mais les conséquences doivent être mises sur la table. Ça risque d'être dramatique pour eux. Juste un dernier mot, Jean-Dominique Giuliani, vous qui avez vos différents postes d'observation un peu partout sur le territoire de l'Union européenne, est-ce que vous pensez que on va vers un léger mieux, un mieux, ou que la crise est encore très largement devant nous? Je pense que la crise est encore très largement devant nous parce qu'on n'a pas pris la mesure de la défiance que nous inspirons. Parce que nous nous disputons comme des tribus gauloises. Le général de Gaulle aurait dit les tribus gauloises, mais maintenant c'est les tribus européennes qui se disputent et qui gardent chacun leur petit bout de pain dans leur coin, alors qu'en réalité, à l'échelle du monde, nous avons tout pour être le continent de la prospérité, le continent qui compte, à condition de le faire ensemble. De Gaulle disait chacun fait sa petite cuisine sur son petit réchaud. Sur son petit Merci réchaud. Jean-Dominique Giuliani. Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez le CEVIPOF. Alors le CEVIPOF, c'est le Centre d'études de la vie politique française.
Donc vous êtes tout à fait qualifié pour essayer en quelques brèves minutes de nous dresser un petit peu le paysage, la photographie de la nouvelle France politique. C'est une France que l'on observe mieux au premier tour, me semble-t-il, d'une élection présidentielle qu'au second. Oui. Parce que le second, c'est toujours la grande dramaturgie, sauf exception, comme en 1969 ou 2002, la grande dramaturgie de l'affrontement gauche-droite. Mais on sait très bien depuis très longtemps, et depuis en particulier René Raymond, qu'il n'y a pas une droite. Il n'y a pas une gauche, il y a des droites et des gauches. Et donc au premier tour, en effet, on a tout le loisir et l'intérêt d'observer la diversité de ces tempéraments de droite et de gauche. Et en particulier à droite, lors du premier tour, on a eu tout de même cette dynamique qui reste une dynamique forte, impressionnante, pas simplement franco-française, puisqu'on la trouve dans bien d'autres pays européens, qui a été la dynamique du Front National, presque à 18% des suffrages exprimés. Il y a là un symptôme tout à fait intéressant de multiples malaises, inquiétudes qui travaillent la société française. Il n'y a pas d'exemple d'ailleurs dans l'histoire d'un mouvement de cette nature qui ne traverse pas toute l'Europe en même temps, je veux dire. On le voit en effet dans beaucoup de pays d'Europe, ce mouvement-là. Mais comment regardez-vous la carte justement du Front National? Quels enseignements en tirez-vous? Moi j'ai cru voir, mais vous me direz si je me trompe, qu'on pouvait quand même superposer, à deux exceptions près qui sont les départements alsaciens, qu'on pouvait superposer carte du chômage malgré tout et carte du vote FN. Est-ce que c'est une variable d'explication ou bien est-ce qu'il faut revenir à des trucs plus basiques, genre immigration, anti-immigration? Alors, il y a comme toujours de multiples facteurs qui permettent d'éclairer cette dynamique du Front National. La France du Front National, c'est une France que l'on voit ressurgir en 2012, qui rappelle étrangement les cartes de Jean-Marie Le Pen en 1995, en 1988, c'est-à-dire toute cette frange qui va grosso modo de Lille à Marseille, toute cette France de l'Est, du Sud-Est, de la Franche-Comté, de Champagne-Ardenne, des régions de l'Est profond, Lorraine et Alsace, qui remonte ensuite vers le Nord-Pas-de-Calais en passant par la Picardie. C'est une France urbaine. C'est une France qui a connu très souvent des problèmes de montée de la petite et de la moyenne délinquance. C'est une France industrielle, donc touchée par une crise du chômage majeure dans des départements comme la Loire, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le Pas-de-Calais. On a là en effet le Gard. On a des départements en effet qui sont complètement traumatisés par le chômage. Par le déclin industriel. Par le déclin industriel, les difficultés au fond du passage d'une société industrielle à une société post-industrielle. Et puis par rapport à cette carte qui est toujours là, prégnante, qui donne toute sa cohérence, quelque part sociologique, au vote en faveur de Marine Le Pen, il y a maintenant des poussées dans des terres différentes, qui sont des terres que l'on pourrait appeler rurbaines ou rurales. Rurbaines, c'est-à-dire ces terres qui sont souvent éloignées des grands centres urbains, qui sont aux confins de l'univers rural et de l'univers des périphéries urbaines, qui sont très souvent d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler du faux rural, c'est-à-dire des communes. On a l'impression qu'on est à la campagne, mais peuplées en fait par des urbains, et qui font la navette d'ailleurs avec leur lieu de travail. Par des urbains, ouvriers, employés, petits cadres, qui sont dans des situations de galère. Ils sont venus là parce que le foncier est moins cher, parce que les logements sont moins chers, mais les lieux de travail, eux, sont restés en ville. Donc ils ont des migrations pendulaires, lieux de résidence, lieux de travail extrêmement longues, dans lesquelles on accumule de la fatigue, de l'angoisse, de l'inquiétude par rapport aux incivilités, aux actes de petite délinquance que l'on rencontre assez souvent dans les transports en commun. Et ils ramènent ces angoisses et ces inquiétudes dans des contextes qui sont des contextes ruraux et urbains, ce qui fait qu'en effet, de multiples maires de communes de ce type ont été très surpris le soir du premier tour de voir apparaître un Front National, parfois à 25, 30 et même parfois un peu plus. Donc ça, c'est la crainte d'une sorte de contagion, en fait, ou d'importation aussi, alors qu'il y a des zones qui sont vraiment victimes de l'effondrement industriel ici, etc. Et puis, à cela, il faut rajouter dans ces zones une vraie crise dont on n'a pas assez parlé, du milieu rural. Au fond, au cours du dernier quinquennat, le milieu socio-professionnel qui a le plus souffert en termes de revenus, en termes de perte de pouvoir d'achat, ce sont les paysans. Ce sont les ruraux, Il y a une vraie crise du monde rural, dans l'élevage et dans bien d'autres secteurs que l'élevage d'ailleurs aussi. Et les
électeurs ruraux ont souvent utilisé dans des départements, je pense par exemple des départements comme l'Orne, des départements comme la Saône-et-Loire, le vote Front National pour faire passer une forme de cri de colère. Et il peut y avoir une réplique dans certaines circonscriptions rurales aux prochaines Alors, on va dire un mot des législatives. législatives, autant qu'il est possible de se projeter, d'ailleurs c'est toujours très difficile. Mais si on regarde en revanche maintenant le deuxième tour, le deuxième tour, moi ce qui m'a frappé le plus, c'est l'écrasante domination de François Hollande dans les grandes villes. Alors qu'à l'inverse, une France, j'allais dire peut-être plus moyenne ou moyennement peuplée et rurale, est restée en gros fidèle à la droite. Comment expliquer là encore, mais c'est quelque chose de très spectaculaire. Alors, si l'on quitte le domaine politique pour essayer de comprendre les ressorts sociaux de la victoire de François Hollande, ces ressorts, il y en a deux principaux. Il y a à la fois un François Hollande qui reprend pied en milieu populaire, ouvrier, employé, ces milieux populaires qui pendant très longtemps avaient complètement quitté la gauche, en particulier sous Lionel Jospin. Donc il reprend pied, mais attention, il continue à faire de meilleurs scores, j'allais dire chez les bourgeois des villes, chez ces fameux bobos dont parlait un sociologue américain, ces bourgeois bohèmes qui peuplent les centres des villes et qui viennent au vote socialiste, eux, beaucoup plus sur le terrain culturel. Ce sont des gens dont le mode de vie est un mode de vie marqué par ce qu'on appelle le libéralisme culturel. Ils sont porteurs de valeurs, d'ouverture, de valeurs branchées. Et ils se retrouvent beaucoup plus dans les cadres du Parti socialiste, dans ce que représente le Parti socialiste, que dans l'UMP ou la droite classique. Et en effet, on est frappé, quand on regarde la carte de François Hollande, de voir de très grandes villes bourgeoises, Paris au premier plan. Paris accorde plus de 55% des voix à François Hollande. Alors il y a peut-être aussi le poids du maire et la réussite de la gestion du maire, parce que il faut jamais oublier qu'il y a de grands élus locaux qui tissent une toile quand même assez... Tout à fait. Mais indépendamment de cela, il y a presque un renforcement du vote de la gauche dans ces milieux. Alors, c'est franco-français, mais pas seulement. On connaît ça dans l'ensemble de l'Europe. C'est ce que beaucoup de sociologues anglo-saxons appellent la gentrification. Au fond, l'embourgeoisement de l'électorat de gauche. Eh bien, la gauche française s'embourgeoise comme toutes les gauches en Europe. Alors vous disiez, François Hollande reprend pied dans un électorat plus populaire, entre guillemets, c'est-à-dire que catégorie ouvrière et employée, on a vu numéro 1 Marine Le Pen, numéro 2 François Hollande. Est-ce que, quelle est la voie pour, j'allais dire, reconquérir complètement ce type d'électorat? Est-ce que c'est... parce que on a bien vu que la tentation existe dans ces électorats-là, du repli. Alors, ça peut être soit le mot d'ordre produire français, ça peut être un mot d'ordre comme Marine Le Pen, sortons de l'euro, etc. Il y a en effet dans ces milieux populaires, touchés plus que d'autres tout de même par la crise économique et financière, une volonté chez certains, ou du moins un désir plus ou moins avoué, de repli sur l'isolat national, de protectionnisme. Ce protectionnisme peut avoir une dimension économique, mais aussi une dimension culturelle. Et d'ailleurs, Marine Le Pen l'a très bien compris, parce qu'elle se bat sur les deux terrains. C'est beaucoup plus difficile quand on est un candidat d'un grand parti de gouvernement comme le Parti socialiste, de développer à la fois un protectionnisme économique et un protectionnisme culturel. Mais on voit bien comment, au fond, la question du Front National, que très souvent l'on présente dans les médias, chez les observateurs, comme étant une pure question politique qui se pose à la droite, est à mon avis aujourd'hui une question sociale qui s'adresse peut-être avant tout à la gauche. La gauche, tout de même, pendant des décennies, pendant plus d'un siècle, s'est présentée comme le porte-voix des couches populaires. Or, ces couches populaires, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici et là, elles hésitent beaucoup et qu'elles tournent leur bulletin de vote et leurs yeux vers d'autres horizons. Et il y a là, pour une gauche qui est au pouvoir, au plan local, au plan national, un défi, à mon avis, majeur dans les années qui viennent, et donc une question sociale extrêmement importante posée à la gauche de gouvernement qui est en train de se mettre en place. Alors, le défi pour les politologues, dont vous êtes, Pascal Perrineau, c'est évidemment d'essayer de se projeter sur les législatives. Alors il y a une logique institutionnelle, en général vérifiée sous la 5e, qui fait que on ne se déjuge pas, on vient de voter pour François Hollande, on ne se déjuge pas, on lui donne quand même les moyens de gouverner. Est-ce que, à votre avis, ce ressort est toujours pertinent ou, d'après ce que l'on peut observer aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait qu'il cesserait de l'être? Comment voyez-vous se présenter cette bataille législative? Alors en général, en effet, comme vous venez de le dire, sous la 5e, la messe est dite à la présidentielle et les législatives qui se développent dans l'ombre
au fond, de la présidentielle, confirme le choix présidentiel. C'était le cas en 1981, c'était le cas en 2002 au profit de la droite, c'était le cas en 2007 au profit de la droite. Et même parfois, c'est non seulement une confirmation, c'est une amplification de la victoire. Cependant, il y a un cas à part. 1988. Oui. 1988, Mitterrand l'emporte, et de quelle manière? Plus de 54% des suffrages. Et pourtant, quelques semaines plus tard, les Français retiennent leur vote de gauche. Le Parti socialiste n'a pas de majorité, et il n'a la majorité qu'en ajoutant au groupe parlementaire socialiste le groupe communiste. Donc on voit bien qu'il y a eu un cas, en effet, où les Français ont éprouvé le besoin de rééquilibrer. Et aujourd'hui, pour l'instant, dans les sondages d'intention de vote législatif qui ont été faits le soir du second tour, on sent le frémissement d'une telle attitude. 30% de Français disent « moi je vais voter pour un candidat de l'UMP », 30% pour le Parti socialiste. Comme si, du moins, le soir du second tour, le parti qui allait gagner n'arrivait pas à créer la différence. Alors on verra ce qui va advenir dans les semaines qui viennent. On va avoir les vraies offres de candidats dans ces 577 élections, que sont les élections législatives. Redécoupées. Redécoupées, en plus. Avec un élément d'incertitude supplémentaire. Avec un élément d'incertitude, des députés sortants qui n'en sont pas tout à fait. Donc en effet, le redécoupage jouera tout son rôle. Mais on peut très bien avoir ou bien un scénario 88, c'est-à-dire un scénario d'une victoire, mais d'une victoire courte, dans lequel ensuite le parti au pouvoir est obligé de composer, ça s'était terminé par une ouverture au centre. Avec dans le gouvernement Rocard. Et puis l'hypothèse, mais qui est plus improbable, qui est l'hypothèse, en effet, d'une cohabitation. Sachant qu'en France, il y a, on le voit dans toutes les enquêtes, un désir de cohabitation étrange. Parfois, les Français approuvent plutôt la cohabitation sur le principe. Pourquoi? Parce qui est un désir d'union nationale, en fait. Qui est un désir d'union nationale ou de centrisme qui n'arrive pas à s'exprimer du fait de la bipolarisation et du fait de notre mode de scrutin majoritaire à deux tours. Donc les Français se disent, on n'y arrive pas sous la cinquième, mettons ensemble un peu de gauche et un peu de droite et on aura du moins une partie de notre désir réalisé. Donc en fait, tout ça, Pascal Perrineau nous fait des législatives assez ouvertes. Oui, des législatives peut-être plus ouvertes qu'on voulait bien le croire, surtout si on revient aux chiffres. Il y a deux chiffres qui me frappent. Au premier tour, les 5 candidats de gauche, c'est 44%, un peu moins même, des suffrages exprimés. Donc on a une gauche, j'allais dire pure, qui tout de même n'est pas à un niveau extrêmement élevé. Et puis ensuite, le différentiel entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, il est important, c'est une belle victoire pour François Hollande, mais c'est 1 100 000 voix. C'est-à-dire le différentiel est tout de même relativement restreint. Ces deux indicateurs, qui sont deux indicateurs chiffrés, me laissent peut-être penser que, comme on dit maintenant de manière un peu vulgaire, ça n'est pas plié. Avec, on n'a plus trop le temps d'en parler, mais il y a un problème qui est celui du FN, du Front National, et du jeu que cela pourra introduire, et puis du destin du centrisme. Voilà. On ne sait pas si... En effet, le destin du centrisme, alors là, le destin du centrisme est terrible, parce que, une fois de plus, au fond, Bayrou a cherché à exister entre les deux blocs, et là, encore beaucoup plus qu'en 2007, les deux blocs le laminent. Et tout cela se termine dans des négociations un peu dérisoires sur comment sauver le soldat Bayrou dans sa circonscription. Merci Pascal Perrineau pour cette revue de nouveau paysage politique national. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos de Jean-Dominique Giuliani et de Pascal Perrineau, rendez-vous bien sûr à tout moment sur publicsénat.fr.